merci de nous avoir rejoints pour notre deuxième live Reste. Aujourd'hui, donc, nous allons parler d'une idée qui est chère aux militants Génération, puisque nous allons parler du revenu universel d'existence. Alors, pour en parler, j'accueille aujourd'hui Benoît Hamon. C'est avec un très grand plaisir que nous t'accueillons, Benoît. Merci d'être avec nous. Et donc, merci. Donc, si tu interviens ce soir, parce que, évidemment, tu as beaucoup contribué à mettre cette question du revenu universel d'existence du débat politique, notamment, bien sûr, lors de ta campagne des présidentielles en 2017. Et tu as également été de notre mouvement Génération, un mouvement donc, qui met au centre de ses préoccupations cette mise en place du revenu universel d'existence. Tout d'abord, pour introduire un petit peu cette idée du revenu universel d'existence ou revenu de base, elle n'est pas nouvelle. Hein, on retrouve les bases de cette théorie au XVIIIe siècle et même avant. Par contre, ce que l'on peut remarquer, c'est que c'est une idée qui est de l'image d'idées saugrenues pour devenir quelque chose, une piste vraiment sérieuse pour amorcer une profonde mutation à la fois économique et sociale dans la société. Alors, malheureusement peut-être, mais en tout cas, en ce moment, on traverse une crise très grave. Finalement, eh bien, elle nous donne raison. Il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru depuis 2017. Pour ça, j'en veux pour preuve les résultats d'une étude de deux chercheurs d'Oxford qui ont récemment montré que des personnes interrogées dans 27 pays européens étaient à 71% l'instauration d'un revenu universel, et cela sans condition. Donc on voit bien que l'idée a fait beaucoup de chemin. D'ailleurs, il y a de nombreuses personnalités politiques qui soutiennent, enfin politiques et pas que politiques, qui soutiennent cette idée. On pense à Nicolas Hulot, qui a fait récemment une tribune dans Le Monde, qui soutient l'idée du revenu universel. On pense également à Yannick Jadot, chez ELV, qui soutient également l'idée. Et puis, hors de France, il y a aussi Andrew Yang, par exemple, qui a été donc un des candidats à la primaire démocrate. Il a eu finalement pas mal de succès. Il avait mis au centre de sa revenu universel. Et hier, eh bien, le directeur général de Twitter, Jacques Dorsey, a annoncé qu'il allait donner 5 millions à Andrew Yang pour qu'il puisse mettre en avant cette idée du revenu universel et éventuellement procéder à des expérimentations encore. Voilà, encore plus parlant, le pape François a soutenu cette idée du revenu universel récemment. Et là, on voit bien qu'il y a une mutation en fait, dans la façon dont on réfléchit sur la notion de salaire, sur la notion de travail. Voilà, si le pape lui-même en vient à soutenir cette idée, eh bien, il y a vraiment des choses qui ont changé. Alors peut-être pour commencer, Benoît, je vais te poser une première question. Finalement, pourquoi est-ce qu'on veut changer de modèle économique et social? Pourquoi est-ce qu'on défend cet outil du revenu universel? Et est-ce qu'il ne faudrait mieux pas, dans cette crise, se concentrer sur des solutions plus traditionnelles de soutien à l'économie? Bon, bonjour à tous, bonsoir, pardon un petit peu pour le fait qu'on bricole sur plusieurs médias à la fois. L'idée, c'était de couvrir le public le plus large pour parler du revenu universel d'existence. Bon, merci Élise, donc merci au comité Génération de Brest de cette invitation. Moi, je n'ai pas pris la parole depuis longtemps, sauf récemment dans une tribune consacrée au revenu universel dans le monde. Je ne tenais pas spécialement à parler parce que je me suis mis en retrait de la vie politique active, on va dire, et je préfère me consacrer au débat d'idées qui me paraissent plus importants. Le revenu universel prend acte de l'échec de toutes les politiques de redistribution jusqu'ici. De gauche comme de droite, à différents degrés, reconnaissons que l'essentiel des politiques sont d'abord tournées vers la croissance de la richesse matérielle, le PIB, et ensuite, à des degrés différents, vers la redistribution de cette richesse créée. Dans les faits, on constate quoi? C'est que, sous l'effet depuis une vingtaine d'années, les conditions de la redistribution sont de plus en plus mauvaises. On constate un creusement des inégalités, la persistance d'un chômage de masse et surtout l'incapacité des réponses macroéconomiques comme des politiques sociales à répondre aux grands enjeux qui seront ceux de la transition écologique, donc de la transformation de notre modèle de développement, mais aussi à la nécessité
de faire face à ce que sera l'impact de la révolution numérique sur le travail. On a constaté d'ailleurs dans la crise du Covid-19 de manière très concrète les transformations du travail. On travaille de plus en plus à la tâche, et de moins en moins sous contrat de travail. On se rend compte que au quotidien, pour ceux qui étaient confinés et qui devaient faire la leçon aux enfants, c'est-à-dire se substituer autant que faire se peut aux enseignants pour assurer l'enseignement à distance, que les temps de télétravail pour notre job, les temps de travail avec nos enfants, les temps de distraction, mais aussi les temps de travail domestique, nous amenaient à ce que finalement on ne sache plus tellement nous-mêmes distinguer ce qui était relevé du non-travail et du travail. Et dans les faits, cette frontière est en train de confuse et justifie qu'on s'interroge sur une réalité qui est celle aujourd'hui des sociétés occidentales et capitalistes modernes, c'est qu'on résume le travail à l'emploi et à l'emploi salarié, tandis que pourtant le travail recouvre une multitude de formes qui ne trouvent aucune rémunération. Je pense au travail bénévole, au travail domestique, mais on y reviendra. Donc on a des transformations à l'œuvre et on observe que, j'aime pas ce mot-là, mais bon, j'ai celui-là qui me vient en bouche, les logiciels classiques ne parviennent pas à apporter de réponses suffisantes. On ne peut pas simplement dire qu'on va augmenter les salaires. Moi, je suis pour, mais comment? Avec un rapport de force entre les salariés et les employeurs qui est très défavorable aux salariés et une faiblesse chronique des syndicats, tant qu'ils resteront divisés, au moins pour la France. On ne peut pas jouer seulement sur le registre de l'eau, sur le registre de la fiscalité des entreprises. Bref, il faut penser des solutions nouvelles et il me semble que le revenu universel, qui est une prédistribution des richesses et non pas une redistribution des richesses une fois celles-ci créées, que le revenu universel répond à toute une série de questions, tant sur la transition écologique que sur la question démocratique et la question sociale. Donc, ce qui doit nous pousser à tout le monde, cette hypothèse, c'est de constater que tout le reste ne marche pas. Voilà, déjà pour commencer. Tu es là, Élise ? Pour ta réponse. Effectivement, on a parlé à la fois de l'échec des politiques précédentes, une situation importante de la notion de travail et de type, des modes de travail à l'heure actuelle. Mais finalement, le revenu universel, c'est pas seulement une indemnité, enfin, ça ne doit pas seulement être comme une indemnité en lien avec le travail et avec la notion d'actif, en fait, puisque c'est destiné à tous les citoyens et pas seulement à ces citoyens qui sont des actifs. Donc, est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin sur l'effet social de ce revenu universel? Bon, un revenu universel, qu'on se comprenne bien, il est donc universel, tout le monde le perçoit, il est individuel, chaque personne le perçoit indépendamment de sa situation familiale. Je m'explique, aujourd'hui, vous pouvez par exemple être ce qui était l'équivalent du RSA célibataire, vous touchez une somme. Si vous vous mettez en couple et vous êtes avec une personne qui était elle-même au RSA, vous touchez moins à deux que vous ne touchiez séparés. Donc, l'idée, c'est qu'il soit individuel et que chaque personne soit bénéficiaire du RSA. Et la troisième caractéristique du revenu universel, c'est, outre qu'il est universel, individuel, il est inconditionnel. Il n'y a pas de contrepartie sous la forme d'une mission d'insertion, d'une obligation à rechercher un emploi. Il vient vous apporter une rémunération au nom du seul fait que vous êtes né et que quelque part, vous devez avoir, comme l'article 22 d'ailleurs de la Déclaration des droits universelle des droits de l'homme le prévoit, les moyens de pouvoir vivre correctement et dignement. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui le dit à l'article 22, mais il n'y a pas d'effectivité de ce droit, puisqu'en France, on n'assure pas ce droit à pouvoir vivre correctement et dignement. Je rappelle que les minima sociaux en France, c'est-à-dire ceux dont on bénéficie quand on est pauvre, on en bénéficie à condition qu'on les demande. Il n'y a pas de versement automatique de ces minima sociaux, ce qui explique qu'il y a un taux de non-recours extrêmement important pour ces minima sociaux, un taux de non-recours qui arrange bien les caisses publiques, ça veut dire qu'on dépense moins pour lutter contre la pauvreté, mais qui est inadmissible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait des économies sur le dos des pauvres parce qu'on n'a pas automatisé le versement des minima sociaux. Donc, l'idée là, elle est simple, c'est que le revenu universel, tout le monde le perçoit, quelle que soit sa situation, que l'on ait un salaire ou qu'on n'en ait pas, et quand votre situation se dégrade ou quand par choix vous décidez d'abandonner un emploi, vous avez toujours au minimum le revenu universel qui vous est versé. On pourra
ensuite discuter de ses mérites. Mais un des mérites, je veux insister là-dessus en matière de lutte contre la pauvreté, c'est que ça anéantit la honte sociale liée à la demande des minima sociaux. Il faut imaginer ce que c'est que se mettre à nu tous les mois, tous les 2 mois ou tous les trimestres pour aller demander une aide sociale. Et par le simple principe de l'automatisation et de l'universalité du revenu universel, on fait sauter cette honte sociale qui est celle de centaines de milliers de nos compatriotes qui, confrontés à la pauvreté, se retrouvent de surcroît stigmatisés parce qu'obligés d'aller remplir des dossiers que parfois ils ne remplissent pas parce qu'ils ont honte, pour pouvoir obtenir le minimum pour vivre, qui d'ailleurs n'est pas un minimum pour vivre, puisqu'en France, les minima sociaux sont en deçà du seuil de pauvreté. D'accord. Et donc, en fait, finalement, il y a cette idée hein, d'arrêter enfin de diminuer le non-recours. En revanche, il y a beaucoup de personnes qui vont critiquer cette idée du revenu universel d'existence et qui craignent que, en fait, ça incite les gens à moins travailler, notamment puisque finalement tout le monde va bénéficier de ce revenu. On a même des gens qui disent que voilà que les gens vont sombrer dans une espèce d'oisiveté improductive, etc. Et qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Enfin, je pense que c'est important de répondre à cette question. Je pense que ce serait intéressant de s'imaginer ce que peut être la vie d'un futur citoyen qui bénéficierait pardon, du revenu universel d'existence. On a quand même des idées pour répondre à ces questions, puisqu'il y a de nombreuses expérimentations qui ont été menées hein, à l'heure actuelle. Il y a bien sûr l'expérience finlandaise. On a eu des retours encore récemment. Et puis plus proche de chez nous, en France, on a eu des expérimentations, notamment à Grande-Synthe, puisque donc l'ancien maire Damien Carême avait lancé cette expérience de revenu universel à Grande-Synthe qui perdure toujours à l'heure actuelle. Donc voilà, à quoi ressemble finalement la vie d'une personne qui va percevoir le revenu universel d'existence. Bon, l'idée que les pauvres sont responsables de leur pauvreté, c'est vieux comme le monde, hein. Ça date déjà dans la France médiévale. euh, euh, les rois, mais aussi l'Église, considéraient qu'il fallait réserver l'aumône à ceux qui étaient des invalides, des personnes inaptes à travailler. On considérait les vagabonds comme des personnes qui étaient des personnes sujets à l'indolence, la paresse, la luxure, l'oisiveté. Et de tout temps, notamment dès le Moyen Âge, on a fait de l'oisiveté un crime en quelque sorte, l'œuvre du diable, c'est-à-dire que finalement la personne oisive renoncerait à sa mission qui est d'acheter quelque part son salut par le travail et en façonnant l'œuvre de Dieu. Ça, c'était pour l'Église catholique, mais ça imprègne beaucoup la culture judéo-chrétienne française et cette idée selon laquelle devrait y aller de sa contribution personnelle par le travail à l'œuvre collective pour obtenir en échange la reconnaissance de la société et une place dans la société. Bon, tout ça s'est renforcé avec le protestantisme. Vous connaissez tous ce qui est l'œuvre de Weber sur la question du protestantisme et du capitalisme, avec l'idée qu'il fallait faire du travail tous les jours une forme d'exercice spirituel. Donc, c'est une culture profondément enracinée dans notre pays et il ne faut pas la prendre à la légère. Moi, j'avais été très frappé de voir lors de la campagne présidentielle que bon nombre des personnes qui étaient très réticentes au revenu universel étaient des personnes qui auraient bénéficié du revenu universel. Des personnes qui avaient un salaire assez faible et qui auraient pu avoir ce salaire plus un revenu universel et découvrir la possibilité, cette fois-ci, parce qu'elles auraient eu un revenu plus important, parce qu'elles n'auraient pas été dépendantes de leur petit salaire, de disposer d'une liberté nouvelle et d'une capacité à négocier qu'elles n'ont pas aujourd'hui avec leur employeur. Pourtant, elles avaient cette idée, et je l'ai entendu souvent, qu'en percevant le revenu universel, quelque part, elles bénéficiaient d'un revenu indu parce qu'elles n'auraient pas travaillé en contrepartie. Historiquement, dans les penseurs du revenu universel, on trouve des personnes comme Thomas Paine, on trouve un prix Nobel d'économie en 77 aussi, M. Mead, qui disait que, quelque part, universel vient récompenser aussi le progrès, et le progrès étant le résultat du travail pendant des siècles et des siècles, de milliers, sinon de dizaines, qui fait que c'est une œuvre collective et qui n'a à être appropriée par personne, et qui justifie donc, en contrepartie, tous les individus et à jouir d'une partie de cette richesse collective sous la forme d'un revenu universel.
En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes les études dont on dispose, notamment les plus sérieuses, elles montrent, et la plus récente est la finlandaise, mais celle qu'on avait auparavant se reposait sur une expérimentation au Canada, elle montre qu'une personne qui a un travail et qui a un revenu universel n'abandonne pas son travail. Et d'ailleurs, faites le test autour de vous. Si vous posez la question à des personnes autour de vous qui ont un travail et vous leur demandez si vous obtenez 600, 750 euros ou 1000 euros en plus, arrêterez-vous de travailler? Quelques-uns très minoritaires vous diront oui, mais la plupart vous diront non. Elles vous diront non parce qu'elles verront aussi dans le revenu universel la possibilité d'obtenir eh bien, une respiration qu'elles n'ont pas. Et surtout, j'insiste, et je le dis aux gens de gauche qui se trompent complètement sur les vertus du revenu universel. Le revenu universel, il redonne du pouvoir aux travailleurs. Il leur redonne du pouvoir, pourquoi? Parce qu'ils ne dépendent plus de leur seul salaire pour pouvoir vivre. Et la conséquence du revenu universel, ce n'est pas la baisse des salaires, comme j'entends souvent. La conséquence du revenu universel, c'est parce que vous disposez d'une capacité à négocier, c'est tout contraire. Probablement en contrepartie, l'amélioration des conditions de travail dans les secteurs où les conditions de travail sont mauvaises. Pourquoi? Parce que la main-d'œuvre ne dépendrait plus de ce petit salaire. Non seulement l'amélioration des conditions de travail, mais peut-être aussi l'augmentation des salaires. Il faut tordre le cou à cette idée reçue selon laquelle, d'abord, un, les pauvres seraient responsables de leur pauvreté, deux, qu'ils n'auraient pas envie de travailler. La plupart des citoyens ont tous envie de travailler. Et quand vous posez la question à des gens avec un revenu universel, arrêterez-vous de travailler? Certains, et c'est respectable, disent oui, mais ils ne sont pas plus de 3 à 4 des personnes interrogées. Convaincant, hein. Je pense que chacun peut vraiment l'appliquer à soi et à ses proches. Et l'idée est qu'on n'a pas du tout envie de travailler parce que notre travail, ça fait aussi partie de ce qui nous passionne. Et bien, c'est quand même quelque chose d'important. Et si ça n'est pas le cas, eh bien, peut-être qu'il faut se poser ces questions de travail qu'on veut et dans quelles conditions on doit le faire. Alors, évidemment, c'est convaincant tout ça. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis déjà convaincue depuis longtemps. Mais bien sûr, il va falloir qu'on aborde la question qui fâche, Benoît. Tout ça, c'est bien beau, mais ça coûte très cher. Et donc, comment on fait pour financer le revenu universel d'existence? Bon, le revenu universel d'existence, ça dépend à quel montant on lui consacre. Et de toute façon, il ne se financera pas en une seule étape. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer d'un monde sans revenu universel à un monde avec revenu universel, par exemple, à 750 euros par personne pour tout le monde du jour au lendemain. Donc, on va y aller par étapes successives et il faut construire une chronologie. D'ailleurs, au passage, je ne suis pas sûr que la chronologie que j'avais imaginée lors de l'élection présidentielle soit celle que je retiens aujourd'hui. On va apprendre de ses erreurs, mais le fait qu'on ait, lors de l'élection présidentielle, imaginé première étape du revenu universel, qui était une étape où on avait un revenu universel qui n'était pas le même, qui dépendait des revenus, on a créé une grande confusion dans la tête de beaucoup de Français, qui explique aussi que cette idée a eu du mal à convaincre un public assez large. Donc moi, je procéderais différemment. Et avant de répondre très concrètement à cette question du financement, je veux dire qu'on oublie une dimension du revenu universel quand même dans la présentation qu'on en fait. Le revenu universel, il change les règles du jeu démocratique. Je veux insister là-dessus. Ce dont on souffre aujourd'hui, est-ce que c'est d'un trop-plein de démocratie ou d'un pas assez de démocratie? Indiscutablement, si le débat sur la souveraineté revient, c'est que beaucoup de citoyens ne se sentent plus maîtres d'un ni dans leur vie quotidienne, encore moins dans leur entreprise, mais pas davantage dans le destin de la nation. Et fondamentalement, la question qui nous est posée est de quelle manière redonne-t-on ou réenchante-t-on la démocratie, nous, du pouvoir aux citoyens? J'insiste sur ce point. Dans l'entreprise aujourd'hui, le rapport de force entre les travailleurs et les employeurs est si défavorable qu'il se traduit par des conditions de travail qui se dégradent, notamment avec une explosion des burn-out, de la souffrance au travail et quand même une vraie problématique d'inégalité, et notamment d'inégalité salariale. Nous ne savons pas résoudre cela seulement par le fait d'augmenter la part des salariés dans les conseils de surveillance, dans les conseils d'administration. Nous ne savons pas, en tout cas je ne l'entends pas, comment augmenter les salaires du jour au lendemain. En tout cas, on l'a déjà essayé, jusqu'ici marché. Moi, je considère aujourd'hui que plutôt que d'attendre une redistribution des richesses une fois la richesse créée,
il faut la pré-redistribuer. C'est ce que fait le revenu universel. C'est déjà une garantie qu'il donne aux citoyens. Mais outre qu'il donne du revenu, il donne, j'insiste là-dessus, du pouvoir. Et où donne-t-il du pouvoir? Dans l'ordre économique. Je veux dire ma conviction, c'est qu'il n'y aura pas de transition écologique si ce mouvement n'est pas accompagné d'une émancipation des personnes conjointes aux décisions que nous prendrons en matière de transition écologique. Là encore, je m'explique. C'est que pour rompre avec le consumérisme, avec le productivisme, avec le matérialisme, avec cette obsession des écrans et du loisir à travers les écrans, du loisir lié à la consommation, il faut que chacun d'entre nous puisse s'émanciper de ces modèles, puisse faire l'expérience de la liberté, puisse faire l'expérience de l'autonomie, une expérience aujourd'hui qu'il fait rarement. Et le revenu universel, parce qu'il vous détache de la stricte dépendance au salaire, vous donne la possibilité d'avoir un pouvoir que vous n'avez jamais eu dans le passé par rapport à votre employeur et un pouvoir de négocier, un pouvoir que ne vous donne même pas aujourd'hui la négociation collective par les syndicats. Et l'action des syndicats serait considérablement amplifiée et améliorée s'il y avait un revenu universel. Et ce pouvoir-là, c'est un pouvoir d'émancipation. Si on veut que demain les citoyens adhèrent au changement de modèle de développement et à la transition écologique, qu'ils soient les alliés de ce modèle-là, il faut aussi les accompagner et leur permettre de disposer des outils d'exercice de leur liberté, de leur autonomie, d'exercice de leur pouvoir de maîtriser leur vie. Et ça me paraît fondamental que ce pilier social, cette jambe sociale, accompagne le processus de transition écologique et de changement de notre modèle de développement. Je le dis là parce que je ne l'ai pas dit avant. Bon, une fois que j'ai dit ça, comment on le finance? Ça dépend par quelles étapes on passe. Je pense, moi, aujourd'hui, que je commencerais, si je devais le proposer, par les 18-25 ans. On peut le financer de manière beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que ça coûte moins que si c'était toute la population. Bon, la cible, pour dire les choses clairement, c'est que toute la population touche le revenu universel et que dès la naissance jusqu'à 18 ans, vous touchiez une somme qui puisse être de 300 euros. Imaginons 300 euros par enfant. 200 euros iront aux parents en substitution par enfant, par exemple. C'est des hypothèses de travail aux allocations familiales. Et 100 euros iraient par mois sur un compte qui sera un compte immobilisé à la Caisse des dépôts et des consignations pour chaque jeune, constituant pour lui un capital dont il jouirait à 18 ans au moment où il serait en droit chez son revenu universel. Donc ça, c'est la cible idéale. Comment on va vers cela? Moi, je pense aujourd'hui que je commencerai par les 18-25 ans. Un, parce qu'il est inadmissible qu'en France, les 18-25 ans, à quelques rares exceptions près, soient écartés des minima sociaux. Il y a cette idée stupide, absurde, selon laquelle si on donne les minima sociaux à 18 ans à un jeune, il va basculer dans l'assistance, l'assistanat, comme dirait Vauquier, le cancer, tous ces qui sont très contents après avoir passé l'ENA, eux, de pouvoir avoir un travail à vie, mais expliquent ce qu'est le travail à tous les autres, je ne le supporte plus. Donc, d'abord, on réparerait cette injustice. Mais en plus, ça permettrait, dans une période qui est une période tout à fait charnière de la vie, de répondre à une autre inégalité. Savez-vous que entre, je crois que c'est 1970 et 2013, le revenu des 18-29, tandis que celui de la génération au-dessus avait augmenté de 50% et que celui des retraités au-delà de 65 ans avait augmenté de 150%. On fait la guerre sociale aux jeunes dans ce pays. Et c'est la raison pour laquelle il faut commencer par eux. De surcroît, parce qu'ils sont le public qui est le plus en demande d'autonomie, le plus créatif aussi, et celui sur lequel nous avons besoin de nous appuyer pour engager la transition écologique, c'est-à-dire le changement de notre modèle de développement, et rompre avec ce qu'on appelle la cage de fer du consumérisme, et essayer de basculer dans un modèle qui soit plus harmonieux vis-à-vis de la planète, vis-à-vis des écosystèmes, vis-à-vis du reste du vivant, mais aussi dans nos relations avec nos pairs, c'est-à-dire ceux avec lesquels on vit autour de nous. Donc on commencerait par ça. Comment? Probablement en créant un impôt sur le patrimoine net des Français. Savez-vous que c'est une mesure de 2016, quand j'avais travaillé mon projet aux élections présidentielles, le patrimoine net des Français, c'est autour de, en 2016, de 10 700 milliards d'euros. 10 700 milliards d'euros. Là-dessus, on a pris vaguement un peu d'impôt sur la fortune, qui faisait une recette de 4 milliards d'euros, qu'on s'est empressé avec Emmanuel Macron de supprimer. Donc l'objectif, là, il n'est pas de rétablir l'ISF ou un tout petit ISF, il est de penser un impôt sur le patrimoine net
qui mettent à contribution d'ailleurs les Français dès lors qu'on touche un revenu universel. Il n'est pas anormal qu'il y ait un impôt universel même de 1 ou 2 euros, ou même minimum. Mais l'idée est de construire un impôt progressif sur le patrimoine net de manière à pouvoir financer le revenu universel dans sa première étape pour les jeunes. Et on y arriverait très bien par un impôt en 3 tranches, où on peut imaginer qu'on parte d'une première tranche à 0,2%, 0,4 pour la deuxième, 0,6 pour la troisième, qui permettent justement de financer cette première étape du revenu universel. Pour les étapes suivantes, je reprendrai l'idée que j'ai défendue à l'élection présidentielle, qui est celle d'une conférence citoyenne qui pose la question de la réforme fiscale qui est indispensable pour le revenu universel. Un des sujets qu'on n'a pas évoqué, Élise, mais je permets de te le dire, même si ce n'est pas ce qui ramènera le plus de sous, il faudra quand même y réfléchir. La crise du Covid, elle accélère l'automatisation d'un certain nombre de secteurs et l'expulsion d'un certain nombre d'êtres humains du travail dans certains secteurs économiques. Le progrès était censé émanciper les hommes. Aujourd'hui, on a un progrès qui s'émancipe de l'homme. Tu as un progrès technologique qui s'émancipe de l'intérêt des hommes. Et je remets sur la table le projet que j'avais de la taxe sur les robots ou sur l'intelligence artificielle. En clair, on n'est pas stupide, on ne va pas courir derrière un distributeur de billets en lui demandant « paye ton impôt ». L'idée, elle est simple. On regarde le chiffre d'affaires d'une entreprise et ce chiffre d'affaires, il est taxé. Il est taxé en matière de cotisation sociale ou dans un impôt spécifique de la même manière que l'on crée de la richesse avec des robots ou que l'on crée de la richesse avec des salariés. Aujourd'hui, quand vous créez de la richesse avec des robots, vous payez moins d'impôts, notamment de cotisation sociale. Pourquoi ? Parce que vous n'avez plus de salariés. Donc, vous n'avez plus de cotisation patronale pour les salariés. Donc, vous économisez le salaire que vous payez aux salariés, vous économisez les cotisations que vous payez pour l'assurance chômage et pour les retraites, etc. Donc, on peut avoir une entreprise qui se transforme intégralement, qui là où elle avait 100 salariés, bascule sur un modèle à 10 salariés, va payer 10 fois moins donc, de cotisations sociales patronales et va être beaucoup plus riche. Au nom de quoi cette entreprise qui va profiter du progrès des techniques qui ne doit pas qu'au génie d'une personne cette année ou l'année d'avant, qui doit au génie des techniques de l'humanité et au génie intellectuel des générations qui ont précédé. Il n'est pas normal que cette entreprise ne paye pas et ne contribue pas à la protection sociale dans ce pays. Donc il faut remettre sur la table ce principe d'une cotisation au moins égale entre une entreprise qui crée la richesse avec des robots avec une entreprise qui crée la richesse sans robot. Vous voyez, je suis modéré pourtant. Hein. Je demande juste une contribution égale. Aujourd'hui, celui qui a des robots ne paye pas d'impôts, là où celui qui n'en a pas en paye. Ça ne me paraît pas normal. Ok, alors merci Benoît pour ces... Comment ? Je ne t'ai pas entendu. Je suis long, tu peux me... Tu peux prendre des questions aussi des gens. Moi, je vois. Tout à fait. Voilà. Là, je pense que vous êtes nombreux sur les différents réseaux sociaux. Alors, on a fait un petit peu le tour des questions on a relevé quelques questions qui ont été posées et je pense qu'on va pouvoir commencer la séance de questions. Alors, on avait une première question tout à l'heure qui était est-ce qu'on peut faire un lien entre des initiatives comme les initiatives Territoire Zéro Chômeur et le revenu universel ? Alors attends, sur Insta, je m'excuse les amis, mais je vais vous rebrancher parce que sinon je vais perdre j'ai quasiment plus de batterie, donc je vais vous mettre là. Si c'est vraiment, je suis à la maison, moi, je bricole. Si ça tombe, ça tombe. Vous me voyez ou pas sur Insta toujours ? Bon, ça marche plus sur Instagram, je vérifie juste. Hein. Pardon pour le côté. Voilà. Écoutez, moi je suis pour toutes les expérimentations sociales, notamment Territoire Zéro Chômeur. J'en ai marre de ce discours sur il faut activer les dépenses sociales. Vous savez ce que ça veut dire, activer les dépenses sociales ? Ça veut dire qu'on veut inciter les gens à retrouver un emploi comme s'ils étaient contents de ne pas bosser, de passer 3 ans à aller au guichet demander le minimum pour vivre, comme s'ils gagnaient en estime d'eux-mêmes à ne pas travailler. Ce n'est pas le cas. Et pourtant, on continue à avoir un discours, d'ailleurs tenu par le président de la République actuelle, qui considère qu'on dépense un pognon de dingue, disait-il, pour tous ces minima sociaux, ce qui, je considère, est un discours aussi inepte que honteux, parce que c'est vraiment ignorer, n'avoir aucune empathie pour la pauvreté que de dire une chose pareille. Donc, moi, je suis pour ces expérimentations-là. Je pense que la force du revenu universel, c'est justement d'éradiquer très vite
la pauvreté, et beaucoup plus rapidement que les dispositifs existants, et de ne pas se désintéresser d'ailleurs de la façon dont les individus vont trouver leur place dans la société, mais en leur faisant confiance. Écoutez, on nous dit aujourd'hui que quelqu'un qui est pauvre aurait besoin d'autre chose que d'argent. On dit qu'il aurait besoin de responsabilité. Bon, quand vous êtes sans abri, vous avez besoin d'un toit. Quand vous êtes sans argent, vous avez besoin d'argent. Et la réalité, c'est que toutes les expérimentations, et notamment la dernière en Finlande, montrent qu'une personne pauvre, quand vous lui donnez de l'argent, fait bon usage de cet argent et meilleur usage qu'une personne riche, par définition. Pourquoi? Parce qu'elle va le concentrer sur quoi, cet argent-là? Sur ce qui lui est indispensable pour vivre, c'est-à-dire s'habiller, c'est-à-dire se loger, c'est-à-dire se nourrir, c'est-à-dire tous ces besoins les plus élémentaires. Et donc, ces discours moralisateurs sur le fait qui sont vieux comme le monde, je le dis, comme le fait qu'une personne pauvre ferait mauvais usage de leur argent, bon ben, c'est pas vrai, c'est démontré par toutes les études qui existent, et il n'y a que, honnêtement, les personnages les plus cyniques ou les plus mauvais, les plus méchants, qui tiennent un discours comme celui-là. Et moi, j'affirme, preuve à l'appui, que le réalisme aujourd'hui, c'est de donner des sous à quelqu'un qui n'a pas de sous, c'est de donner un toit à quelqu'un qui n'a pas de toit. La responsabilité, il la connaît assez. Qui croit qu'une personne, une maman seule, qui a les minima sociaux et qui a 2 enfants, elle n'est pas responsable tous les jours? C'est une blague. Elle est responsable 10 fois plus que ceux qui décident de ne pas lui donner plus d'argent, qui eux sont irresponsables parce qu'ils sont en train de créer le terreau d'une colère sociale qui un jour renversera tout. Alors on peut souhaiter que tout soit renversé. Moi, je souhaite en tout cas que notre protection sociale aujourd'hui renverse la table dans le sens où elle s'adapte et à la transition écologique et à la révolution numérique. On n'a pas dit un mot, Élise, sur, si on l'a dit un peu, mais je rappelle que les études qui avaient été faites par le cabinet McKinsey, les études qui avaient été faites par le gouvernement américain en 2016, qui montraient que la croissance de l'intelligence artificielle dans l'économie américaine amènerait à l'expulsion, à créer, non, ce qui est un chômeur, une personne sur deux soit au chômage aux États-Unis d'ici 2050. C'est quand même pas rien. Ce sont des études qui ont été commandées par le gouvernement américain et qui amènent les géants du numérique aujourd'hui à reconnaître que comment dire, les technologies qui sont issues de leur laboratoire de recherche ont comme vocation d'évincer massivement l'homme des chaînes de travail. Alors c'est formidable. Quand ça soulage la douleur physique, la machine, et quand ça vous remplace, qu'est-ce qui se passe? Alors on nous dit, là encore, les économistes du monde d'avant vous disent, mais il y a une équation qu'on appelle l'équation de Schumpeter qui veut que l'innovation technologique détruise sans doute des emplois, mais qu'elle en recrée toujours plus qu'elle n'en a détruit. Sauf que les rythmes de l'innovation sont tellement rapides aujourd'hui qu'on parle aujourd'hui de substitution de l'intelligence artificielle à l'homme et non plus de destruction créatrice. En fait, c'est de la destruction destructrice. L'innovation technologique a de tels effets sur certains secteurs de l'économie qu'elle ne permet pas, d'abord parce que les États sont épuisés, on le voit avec ces crises dans un pays comme le nôtre, l'État, je ne sais plus qui a parlé de la clochardisation de l'État, mais il y a de ça. Donc ces États, comment est-ce qu'ils feraient les plans de formation nécessaires pour anticiper ce qui va se passer dans la grande distribution, ce qui va se passer dans l'automobile, ce qui va se passer dans le domaine de l'énergie, ce qui va se passer dans des pans entiers de nos vies, quand il est incapable, l'État, de faire le plan de formation sur les métiers verts, par exemple. Il y a 20 ans qu'on en parle des métiers verts. Sont où les plans de formation? Nulle part. Donc on va faire en 2 ans les plans de formation pour reformer les milliers de personnes qui vont être remplacées par des robots dans les grandes surfaces? Non. Donc, il faut les faire, ces plans, il faut les imaginer, évidemment. Pour ça, il faudrait qu'il y ait une majorité de gauche et écologiste qui dirige, et humaniste, d'ailleurs, je le dis, parce que l'humanisme, ça me semble, au moment où on met l'humanité au banc du progrès, il faut reparler droits de l'homme, il faut reparler humanisme, il faut reparler de ce que nous sommes, quoi, des humains qui allons être, qui sommes expulsés, qui sommes spectateurs de ce qui se passe de plus en plus. Donc j'espère qu'une majorité comme celle-là, en tout cas, posera le revenu universel comme la pierre à partir de laquelle on va pouvoir construire
la pierre sociale, un modèle qui redonne de la place à toutes les personnes, parmi lesquelles les pauvres. Voilà. Parce qu'on peut être pauvre à un moment de notre vie et peut-être plus vite qu'on ne l'imagine. En tout cas, beaucoup de Français le craignent. Tu l'as dit tout à l'heure, Élise, hein, l'enquête qui est très intéressante venue d'Angleterre, de l'université d'Oxford, qui a été faite sur 15 pays ou 16 pays de l'Union européenne, sur 12 000 personnes, montre que 71% des personnes interrogées en Europe sont favorables à un revenu universel, quel que soit leur statut, avec un revenu en plus de leur salaire ou sans. On n'avait pas ces résultats-là avant. Et on voit aussi dans la même étude d'ailleurs une montée de l'intérêt des gens pour les questions environnementales. Enfin, c'était déjà une tendance, mais là, ça se confirme. Donc, c'est vrai que toutes ces questions-là, il faut qu'on trouve une façon de les faire se rencontrer, hein, à la fois la transition écologique et à la fois aussi le progrès économique et social et sortir des vieux schémas, on va dire, économiques classiques. Voilà, on relance par le soutien à la demande, le soutien à l'offre, etc. Alors, peut-être pour revenir sur des choses un petit peu plus techniques sur le revenu universel, on a eu des questions de certains internautes qui se demandaient quelle était la différence entre le revenu universel d'existence et puis le salaire à vie. Alors, j'imagine qu'ils faisaient référence au modèle défendu par des partis comme la France Insoumise, j'imagine. Hein. Donc, est-ce que tu peux... Non, ce n'est pas défendu par la France Insoumise. Le salaire à vie n'est dans le programme d'aucun parti politique. Tu peux avoir des personnalités ou des militants qui le défendent, mais ce n'est dans le programme d'aucun parti politique. Le revenu universel était dans mon programme aux élections présidentielles. Le salaire à vie, c'est une hypothèse de travail d'un intellectuel communiste, Friot, qui est intéressante, moi je trouve sur le fond intéressante, qui vaut bien d'être débattue, mais qui me semble, en termes de mise en pratique, d'autant plus compliquée. Personne ne la défend dans l'espace politique à cette étape. Aujourd'hui, les forces qui s'intéressent au revenu universel et proposent donc cette prédistribution des richesses de plusieurs centaines de milliards d'euros sont de plus en plus nombreuses. Elles viennent de l'écologie politique, elles viennent de la gauche. On parle souvent des libéraux qui sont favorables au revenu universel. Mais soyons clairs, pas qui est favorable à la sécurité sociale. Donc, à un moment, oui, il y a des gens de droite qui sont favorables au revenu universel, mais comme une sorte de minimum pour vivre, seul de tout compte. Avec cela, soignez-vous, habillez-vous, logez-vous, et ça remplacerait tout le reste. C'est pas ce qu'on dit. Le revenu universel ne vient pas remplacer tout l'édifice de la protection sociale. Il est une étape supplémentaire dans l'édification d'une protection sociale qui soit véritablement protectrice des individus et des situations nouvelles créées par la révolution numérique, des besoins nouveaux créés par la transition écologique. C'est en cela qu'il est moderne. Je veux bien avoir le débat sur le salaire à vie avec un autre parti, sauf que aucun parti, même pas le Parti communiste, ne défend dans son programme politique le salaire à vie. Ok, merci pour cette réponse, Benoît. Question, alors tu as évoqué l'idée de commencer par les 18-25 ans, et je pense que c'est ce qui a inspiré la question suivante, puisqu'on a un internaute qui nous demande pourquoi parler d'universalité si on commence par faire le tri dans les bénéficiaires du revenu universel. Alors, c'est une bonne question, mais il faut bien qu'on commence. Et je dis, si un revenu universel, c'est entre, on va dire, 400 et 1000 milliards d'euros. Donc, c'est pas rien. Et donc, on ne peut pas, aujourd'hui, comme moi, je ne sais pas faire d'un coup, et pas grand monde d'ailleurs, ne sait imaginer une mesure à ce coût-là en one shot, un seul coup. C'est la raison pour laquelle il faut y aller par étapes. Mais dans les 18-25 ans, entendez bien que tous les 18-25 ans le toucheraient. Celui qui n'a rien, qui est toujours étudiant, comme celui qui travaille déjà. Celui qui est auto-entrepreneur, comme celui qui est déjà salarié. Le gros intérêt, j'insiste là-dessus d'ailleurs, pour ceux qui sont étudiants, c'est que le revenu universel, ou même ceux qui sont au lycée et qui se disent « je vais faire des études courtes parce que j'ai besoin de travailler tout de suite », c'est que ça réouvre les perspectives.
Si vous n'êtes pas obligé d'aller travailler tout de suite parce que vous avez un revenu universel, si vous n'êtes pas obligé de travailler pendant vos études, ce qui va diminuer vos chances de réussite aux examens, c'est aussi le fait de remettre de l'égalité dans le système éducatif. Ça, ce sera, à mon avis, un des gros sujets sur lesquels la gauche et l'écologie politique doivent se pencher. On ne peut pas continuer avec un système éducatif tel qu'il est. Il faut repenser le contrat entre la nation, son école, son université. Ça ne marche plus et ne marche plus bien. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que le revenu universel recrée les conditions pour faire en sorte que des étudiants qui étaient, ou des personnes qui étaient obligées d'aller travailler plus tôt ou de travailler pendant leurs études ne soient plus obligées de le faire et augmentent leurs chances de réussite dans le diplôme qu'ils ont choisi ou la voie qu'ils aimeraient, dans laquelle ils aimeraient se diplômer puis ensuite travailler. Donc, il y a immédiatement des vertus considérables. On dit ensuite sur les 18-25 que c'est le public qui, aujourd'hui, sur la question du climat et du changement de modèle de développement, est le plus en pointe. Même si il y a encore évidemment des progrès à faire. Donc c'est le public qu'il faut, en tout cas, me semble-t-il, aujourd'hui, immédiatement embarquer dans la défense et la valorisation du revenu universel. Donc on commencera par eux, parce que c'est financièrement une étape parfaitement réalisable et à court terme, et que c'est, me semble-t-il, dans la chronologie d'une généralisation du revenu universel, le plus légitime, ce qui fait le plus sens. Merci Benoît. Alors c'est vraiment moi c'est un sujet en tout cas qui me touche personnellement, hein. Je suis enseignante dans le supérieur et c'est des choses que je vois, hein, les étudiants qui doivent travailler pour valider leurs études et pour en même temps qu'ils étudient. Bah, effectivement, c'est un vrai problème et je pense qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire les études qu'ils souhaitent, ils n'ont pas les moyens financiers en fait de pouvoir se former. Et donc c'est un sujet effectivement important. Alors, on va changer un petit peu de sujet. On a une proposition de financement, puisqu'on a un internaute qui nous suggère de mettre en place, pour financer le revenu universel, une redevance sur les ordinateurs, comme il y a une redevance sur la télévision. Donc, sur la question des différentes solutions fiscales pour mettre en place le revenu universel, on en a déjà un petit peu parlé. Qu'est-ce que tu penses de la Ouais, non, mais redevance ça, sur la ordinateur? créativité en matière d'impôt, non, mais là, oui, on peut tout envisager. L'essentiel, c'est de savoir comment est-ce que l'impôt devient plus juste qu'il ne l'est aujourd'hui. Ceux qui échappent à l'impôt sont ceux qui ont les moyens d'y échapper. Alors, soit vous y échappez parce que vous êtes trop pauvre, mais en réalité, les impôts, dans ce cas-là, plutôt que d'y échapper parce que vous êtes trop pauvre. Mais ensuite, ceux qui échappent le plus, tous ceux qui ont les moyens d'y échapper par toute une série d'instruments d'optimisation fiscale et par le fait que plus ça va, moins on prélève et sur les plus grandes fortunes et sur les entreprises. Alors pourquoi sur les entreprises? Parce que vous voyez par exemple les charges sociales, ce qu'on appelle, en fait, qui sont de rappeler les cotisations sociales et qu'on a appelé charges comme si c'était un poids, un fardeau que payaient indûment les entreprises, mais qui sont là pour payer les retraites, qui sont là pour payer, financer la sécurité sociale, donc ça a du sens. Mais en tout cas, ces cotisations sociales sur les bas salaires n'ont cessé de baisser, qui fait qu'aujourd'hui, on ne saurait même pas les baisser tellement elles sont déjà nulles. Donc, on est déjà au taquet là-dessus. Donc, on n'arrête pas de baisser les prélèvements et sur les entreprises et sur les ménages. Alors, sur les entreprises, au motif qu'il faut être plus compétitif dans la compétition mondiale, et sur les plus grandes fortunes, parce que ça les désincite à être créatifs, comme si avec les riches qui étaient créatifs, et ça les désincite à investir. Bon, tout ça, évidemment, je veux bien qu'on en débatte, mais ça n'est pas très sérieux. Et au nom de ce principe-là, c'est la fin de l'État-providence, c'est la fin de la sécurité sociale. D'ailleurs, on est tellement dans la manipulation que l'économiste en chef de France Inter et des Échos, Dominique Seux, expliquait que dernièrement dans un tweet, le nombre de Français qui étaient payés par l'État, et il incluait les chômeurs et les retraités dans les gens payés par l'État. Je rappelle que la retraite, c'est payé non pas par l'État, mais c'est payé par les cotisations sociales que nous payons tous et qui font écho au droit, c'est-à-dire au fait qu'un travailleur a lui-même cotisé tout au long de sa vie et a le droit à la retraite, et que cette retraite, elle lui est payée au moment T par
travail, mais que ce n'est pas l'État qui paye. Donc, on est dans la manipulation complète aujourd'hui sur ces questions-là. Et c'est la raison pour laquelle je ne crois absolument pas dans la conversion de ces personnages-là. En tout cas, ne pariez pas trop là-dessus, parce que sinon, vous risquerez d'être très déçus. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il faut repenser la fiscalité sur le capital, mais surtout en France, la fiscalité sur le patrimoine net. C'est un des sujets sur lesquels a beaucoup travaillé Thomas Piketty, avec une œuvre considérable d'ailleurs, dont les dirigeants de ce pays seraient bien inspirés d'aller regarder ce qu'il propose, parce que là, on a des solutions. On a des solutions pour réduire les inégalités, on a des solutions pour mener des nouvelles politiques publiques, et notamment des politiques publiques pour financer ce qui pourrait être ou une première marge de revenu universelle, mais en tout cas, une redistribution qui soit favorable aux Français des classes moyennes et des classes populaires, c'est-à-dire ceux qui sont frappés de plein fouet, non pas seulement par la crise du Covid-19, mais par la crise depuis 20 ans liée à la montée en puissance du néolibéralisme et aux choix que les néolibéraux ont fait suite à la crise de 2008, c'est-à-dire d'appauvrir les États pour éponger la dette des banques principalement, remettre sur pied le marché financier. Et alors, pour prolonger Et cette question un petit peu, Benoît, qu'en est-il en fait dire un truc, Ah oui, vas-y. aux gens d'Instagram, je ne peux pas vous prendre. En fait, je suis tout seul là. Là, j'ai personne avec moi. Il y en a qui me demandent de parler. Je l'aurais bien fait, je le ferai peut-être un jour directement là. Mais en fait, si je le fais, je vais avoir deux questions en même temps. Ça va être, et je ne peux pas vous transférer sur les autres médias. Donc, mille excuses. On se perfectionnera quand on refera un Insta Live. Voilà. Tu peux dire, Benoît, que par contre, je vois un peu les questions des gens sur Instagram, donc je peux aussi éventuellement en reprendre si jamais il y a des questions qui passent. Donc ça passe assez vite, mais moi j'ai Instagram sous les yeux, donc éventuellement on pourra. Vous pouvez quand même poser vos questions et je vais essayer d'en reprendre certaines. Insta, ça va se terminer en 5-6 minutes, hein, je crois. Hein. D'accord, ok. Parce que c'est 1 heure maxi, je crois, le live. Ok. Alors donc oui, pour prolonger un petit peu ce que tu viens de dire, on a des questions sur comment faire pour éviter l'évasion fiscale, parce que évidemment toutes les pistes que tu as évoquées, il faut réussir à éviter cette évasion fiscale. Donc est-ce qu'on a des pistes de réflexion là-dessus? C'est là où il vaut mieux faire des choses au niveau européen. Je le dis à ceux qui pensent que en rétablissant le contrôle des capitaux, en revenant à une économie nationale, on se sortirait mieux. C'est mieux du tout pour l'évasion fiscale au niveau européen, déjà dans l'Union européenne, mais aux frontières de l'Union européenne, parce que ça donne de suite beaucoup plus d'efficacité à ces politiques qu'on voudrait mettre en place. On estime que perd entre 80 et 90 milliards d'euros hein, quand même, liés à l'optimisation et l'évasion fiscale, ce qui est considérable. Il y a eu sans doute quelques milliards par-ci par-là qui ont été récupérés, pas vraiment sous Macron, vous pouvez en être sûr, mais il y a beaucoup à faire et je crois que là, pour le coup, l'échelon européen me semble plus intéressant. Est-ce que je peux me permettre de dire que moi, dans ma réflexion, après la crise, dans cette crise du Covid, on a beaucoup parlé de reconstituer notre souveraineté sur le plan sanitaire, dans la production de molécules médicamenteuses, par exemple, sur les circuits alimentaires. C'est une évidence qu'il faut privilégier à nouveau des circuits courts et des capacités de production, parce que indiscutablement, le roi est nu. Quoi. Quand la Startup Nation est incapable de produire un bout de tissu de quelques centimètres carrés qui sont des masques, bon ben, ils sont sympathiques, tous les héros qui sortaient des grandes écoles de commerce, mais on se rend compte que les héros sont les caissières, les livreurs, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignantes dans les EHPAD, et que ceux-là, ils sont payés 4 à 5 fois moins que les héros de la Startup Nation qui aujourd'hui nous expliquent qu'on ne sait pas faire de masques en France. Bon, je ferme la parenthèse. Donc il faudra sans doute reconstituer cette souveraineté-là. Mais au-delà de cet aspect sur ce qu'on appelle la démondialisation, qui ne peut être que partielle, je pense qu'il faut réfléchir en termes de démarchandisation. Le vrai débat, il est sur la frontière entre ce qui doit relever d'une activité où on accepte qu'on puisse faire des profits, d'une activité ou d'un secteur dans lequel on n'accepte pas qu'on puisse faire des profits. Est-ce que la santé est un domaine dans lequel on accepte qu'on puisse faire des profits?
il me semble qu'on doit se diriger vers une démarchandisation du secteur de la santé. Est-ce que l'éducation, la culture sont des secteurs dans lesquels on accepte qu'on puisse faire des profits? Il me semble que, je ne parle pas d'excédent, on peut gagner de l'argent grâce à ça. Ici, faire des profits, c'est de rémunérer du capital comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire des activités lucratives, ça n'a pas de sens. Donc je pense que plutôt que de réfléchir en termes de frontières physiques, de barrières douanières, il faut réfléchir en termes de frontières entre ce qui relève du lucratif et du non lucratif, qui est la possibilité d'ailleurs pour ce que le secteur de l'économie sociale et solidaire se développe. Moi, je pense par exemple que pour ce qui relève de la complémentaire santé que vous payez chaque année en plus de la sécurité sociale, seules des entreprises non lucratives devraient pouvoir commercialiser des complémentaires santé. Ce serait une démarchandisation d'une partie de la protection sociale. Ça fait sens. On peut trouver d'autres mesures, mais ça a le mérite de déplacer le débat sur lequel on ne va pas toujours être très à l'aise, celui des frontières. Moi, je ne suis pas pour que… Parce que les mêmes qui disent qu'il faudrait établir des barrières douanières, moi, je suis pour des barrières douanières aux frontières de l'Europe quand on considère qu'il y a des produits qui arrivent dans des conditions d'hygiène environnementale, fabriqués en exploitant le travail des gens, inacceptables. Donc, oui, faisons des barrières douanières aux frontières de l'Europe, mais réfléchissons aussi au fait que ce débat sur les frontières est un débat piégeux, parce que l'extrême droite en fait un instrument de lutte contre non pas les mouvements économiques, mais d'abord les mouvements des personnes. On érige des barrières contre les gens, mais on laisse passer l'argent, pour faire vite. Moi, je pense que le débat le plus intéressant est le débat sur la frontière entre ce qui relève du lucratif, où on accepte le profit, et le non lucratif. Ça, c'est un beau sujet. Qu'est-ce qui, pour nous, ne doit plus relever d'une activité lucrative? Donc, j'en profite, voilà, pour ouvrir ce débat-là en plus. Je ne sais pas si Effectivement, j'ai répondu et à ta question. Je me souviens plus de la question, Elise, je suis désolé. pas de souci. Donc alors la question précédente, c'était, alors je sais même plus. J'étais déjà focalisée sur la suivante. Oui, c'était effectivement sur l'évasion fiscale. Alors est-ce que ça a répondu? Je ne sais pas. Oui, bah oui, mais ça, mais il y a par définition, oui, bah, c'est plus facile de lutter contre l'évasion fiscale en luttant contre les paradis fiscaux. C'est plus facile de le faire au niveau européen, à l'échelle de l'Europe, d'ailleurs en remettant en cause un bon nombre des traités de libre-échange qui existent déjà, que de le faire au niveau national. Je le dis, c'est ma conviction profonde. Moi, je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce que les néolibéraux ont tué le projet européen qu'il faut abandonner le projet qui était le projet de la gauche, des humanistes, qui ont toujours pensé qu'il fallait dépasser le cadre des nations pour construire quelque chose de plus grand et de plus beau encore. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de nations, mais il faut essayer de voir plus loin et plus haut. Moi, je ne jette pas la France parce que les néolibéraux dirigent la France. Ce serait bizarre. Donc, le projet européen a été dévoyé par les néolibéraux. Il est pour partie dévoyé par le traité constitutionnel européen. Moi, j'ai voté contre, donc je suis assez tranquille là-dessus, mais j'observe que on est en train de proposer une mutualisation des dettes. Donc, on s'assoit sur les traités tels qu'ils existent. C'est ce que, avec beaucoup, ont proposé. On nous disait, c'est pas possible de s'asseoir sur les traités. Bah, voilà, ça y est, on est en train de le faire. On le fait sur les règles budgétaires. Enfin, ça fait des années qu'il aurait fallu le faire. On le fait sur la question de la mutualisation de la dette. Enfin, il aura fallu attendre ça pour que ça arrive. Je ne suis pas persuadé que le tandem Merkel-Macron soit le meilleur tandem pour piloter tout ça. Mais en tout cas, je ne vais pas, moi, dire qu'il y a là, en tout cas, une fenêtre qui est ouverte, indiscutablement. Et il vaut mieux s'engouffrer dans la brèche plutôt que de dire que tout ça, c'est bullshit, quoi. Parce que la mutualisation de la dette, c'est un peu ce qu'on défendait à gauche depuis des années, quand même. Ok. Alors tout à l'heure, tu as parlé aussi de la prendre pour argent comptant le plan Macron-Merkel. Mais en tout cas, moi, je vois, quand il y a un début de victoire, il vaut mieux planter son drapeau et dire on a un peu gagné que dire non, ce sera bon seulement quand ce sera nous. Bon, oui, c'est vrai que ce sera mieux quand ce sera nous. Il faut que ce soit nous. Mais voilà. En tout cas, moi, je pense qu'il faut en tout cas avancer dans la mutualisation de la dette. Ok, très bien. Alors sur l'économie, hein, tout à l'heure tu as parlé de l'économie sociale et solidaire et des nouveaux types de consommation, la relocalisation de la production également. Mais
c'est peut-être parfois incompatible avec cette idée de revenu universel parce qu'on se dit ben, finalement les gens vont avoir plus d'argent à dépenser. Est-ce que c'est pas plutôt une mesure ultra consumériste? Les gens vont consommer des biens qui sont pas forcément des biens produits localement en grande quantité, pas forcément respectueux de l'environnement dans leur mode de production. Donc comment on fait pour que cette augmentation du pouvoir d'achat s'accompagne aussi de progrès dans le domaine de la transition écologique par exemple? Bon, évidemment, ça suppose de. Alors, il ne reste plus que 58 secondes sur Insta, donc Ah, je dis bye bye aux gens d'Insta, parce que dans 53 secondes, ça va couper, mais je vais du coup. Et donc, on se reverra très bientôt. Et je continue. Il faut évidemment transformer notre modèle agricole, il faut évidemment euh, transformer nos réseaux de distribution, augmenter les circuits courts, mais bon. Celui qui va toucher le revenu universel et qui a déjà beaucoup d'argent va payer plus d'impôts. Et va payer d'ailleurs plus d'impôts qu'il ne recevra de revenu universel, sauf le je jour pourrais me où, remettre en ligne parce évidemment, que ses revenus j'ai auront pas trop de réseaux diminué, et là, sociaux il verra ses impôts diminuer sur le également, vol, donc je me et ce qui porte lui volontaire à redonnera ce moment-là. le confort qu'il n'aurait eu s'il n'avait pas eu le revenu universel. Mais donc, tout le monde ne va pas consommer plus par le revenu universel. Mais bon, pardon de le dire, il y a plein de gens qui aimeraient consommer cet argent à bon escient, en ayant accès à des produits bio de bonne qualité, à des circuits courts auxquels ils n'ont pas accès, à des produits qui soient des produits plus chers parce que durables et non jetables. Donc, c'est tout ça qu'il faut changer. Mais je veux dire, les citoyens ne sont pas. Non, mais il ne faut pas raisonner comme s'ils étaient que des personnes inconscientes des périls que font courir cette consommation tous azimuts qui nous amène à renouveler notre téléphone portable tous les ans, à acheter, jeter, acheter, jeter, acheter, jeter. Cette conscience qui est en train de monter de la nécessité de la sobriété, elle irrigue aussi les classes populaires. Mais si on veut que les classes populaires adhèrent à la transition écologique et soient actrices de la transition écologique, elles ne demandent que cela, mais il faut leur donner les moyens de l'autonomie. Sans autonomie, il n'y a pas d'émancipation. Sans émancipation, il n'y a pas de participation à la transition écologique, ni même d'acceptation de celle-ci. C'est une des clés. Je veux dire, vous ne ferez pas, il n'y aura pas d'élévation du niveau de conscience politique des gens sans qu'on leur donne les moyens de cette autonomie. Et je ne vois pas d'autre solution aujourd'hui que le revenu universel. On peut me raconter toutes les histoires qu'on veut, je ne vois pas d'autre solution que celle-là. Donc, j'entends, hein, j'ai même des gens très à gauche qui me disent oui là là, vous allez faire augmenter l'inflation. Non, mais je veux dire, on a réussi à faire la jonction entre les néolibéraux et une partie de la gauche qui, par principe, dès que je dis quelque chose, m'est défavorable en disant qu'on va faire monter l'inflation. Renouveler votre logiciel productiviste, les cocos, quand même. Parce que les cocos, ce n'est pas les communistes, hein, les amis. Parce que ça mérite un peu mieux que ça, non, le débat sur le revenu universel. Si on ne voit pas que c'est une pré-redistribution des richesses, on n'a rien compris. Et moi, je ne fais plus confiance aujourd'hui aux instruments de redistribution post-création de richesses. En tout cas, seuls, ils ne parviennent plus à lutter contre les inégalités. D'où l'importance d'avoir une pré-redistribution. Et on ne l'a pas beaucoup dit, j'insiste là-dessus, qui tient compte de la transformation du travail et du fait que euh, nous sommes une société qui ne reconnaît plus que la production de biens et pas de liens. L'éducateur qui fait tous ses week-ends à faire comment dire, à faire du foot pour des petites filles d'entre 10 et 12 ans. Il crée du lien tous les jours. Or ça compte pour rien. Ça n'est pas reconnu comme une activité d'utilité sociale. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de rémunération. Le revenu universel, il reconnaît ça. Il reconnaît la tâche des parents, il reconnaît la tâche du bénévole, il reconnaît la tâche de celles et ceux qui travaillent sans que le travail ce soit forcément de l'emploi. Au nom de quoi mon travail est-il reconnu utile seulement quand je suis dans une entreprise ou comme fonctionnaire et que j'ai un emploi? Non, il y a 1000 autres manières de créer de la richesse sous forme de liens, et notamment de liens sociaux, dans la culture, dans la santé, dans l'éducation, et ils doivent être reconnus par l'existence de ce revenu universel. Qu'on se mette dans la tête que contribuer à la richesse d'une nation, c'est pas juste,
aller fabriquer des écrous ici, des sandales là, ou une pub, ou je ne sais quoi. C'est aussi une grande partie de notre vie sans qu'on soit payé pour. Bon, le revenu universel, il vient comme un revenu qui vient consacrer votre utilité dès que vous naissez. Vous êtes utile et vous contribuez à l'œuvre collective qui est celle de l'humanité. Ok. Et qu'est-ce que tu penses des propositions de verser tout ou partie du revenu universel en monnaie locale, toujours en lien avec cette idée de favoriser l'économie sociale et solidaire, de la relocalisation des productions, etc. Écoute, moi, là où c'est possible, si on en reverse une partie, pourquoi pas? Tout, ça me paraît compliqué. Il y a des conseils départementaux qui avaient essayé de voir comment ils pouvaient verser une partie des aides sociales sous forme de monnaie locale. L'expérimentation a peut-être eu lieu en Haute-Garonne où il y a une monnaie locale assez connue, le sol violette, si me souviens. Donc pourquoi pas? Au Pays Basque, on pourrait imaginer ça parce qu'il y a aussi une monnaie locale extrêmement avec beaucoup d'échanges au Pays Basque. On peut imaginer que le conseil départemental prenne une initiative comme celle-là. Cela étant dit, il faut d'abord que les réseaux de distribution de ces monnaies locales soient consistants. Euh, donc, ça ne peut être qu'une partie, mais indiscutablement, c'est un instrument très intéressant à partir duquel on peut réactiver une activité économique locale, puisque l'idée des monnaies locales, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est une monnaie qui est réservée au fait d'acheter des produits, certains produits dans certains commerces pour lesquels le commerçant est volontaire. Et la plupart du temps, évidemment, ce sont des commerces près de chez vous, et ça favorise le commerce local, les échanges locaux, plutôt que d'aller faire 10 km en voiture pour aller à la grande surface, peu importe le nom, qui est bien pratique, hein, tout le monde y va dans les grandes surfaces. Mais c'est aujourd'hui un modèle qui s'est imposé sur tous les autres. Et l'intérêt de la monnaie locale, c'est que ça permet, non pas de sauver totalement, il ne faut pas raconter d'histoire, le petit commerce, mais ça permet de le réactiver. Ça peut favoriser les circuits courts, c'est-à-dire ces circuits où il y a le minimum d'intermédiaires entre vous et le producteur. Ça peut favoriser le commerce équitable. Le commerce équitable, c'est ces produits que vous achetez dont vous avez la garantie qu'il rémunère non seulement correctement le producteur pour le travail qu'il fait, mais en plus que ça permet de financer l'éducation, la santé, bref, tout ce qui fabrique un écosystème social, sanitaire épanouissant. Donc voilà, oui, donc moi, qu'une partie du revenu universel soit versée en monnaie locale, pourquoi pas, mais bon, peut-être dans une deuxième étape, alors on verra bien. Ok. Merci donc pour la réponse sur la monnaie locale. On a d'autres questions des internautes. On a notamment une question qui revient, alors sous différentes formes. L'instauration d'un revenu universel va tendre à effacer ou en tout cas diminuer les différences de classe et les gens aisés ne sont pas forcément pour cet effacement. Comment on peut convaincre les gens qui font partie des classes les plus aisées que le revenu universel est une bonne chose? Moi, je pense que par priorité, il faut convaincre ceux à qui ça changerait la vie, parce que c'est eux qui aujourd'hui ne sont pas convaincus. Il faut être lucide, je l'ai dit tout à l'heure. D'abord parce que à leur travail, qui tient beaucoup à notre héritage judéo-chrétien, euh, a, a pris une telle place qu'on pense qu'on tire de l'estime pour soi-même et qu'on pense qu'on a gagné sa place dans la société qu'à condition euh, qu'on ait un emploi. Parce qu'on peut travailler comme bénévole, mais ça, on pense que ce n'est pas du vrai boulot. On pense que tout ça ne mérite pas une rémunération. Donc je pense aujourd'hui que cette bataille culturelle, elle doit être faite d'abord en direction des classes laborieuses, c'est-à-dire ceux qui veulent travailler, aiment le travail, sont exposés à la souffrance au travail et voudraient aussi avoir plus d'autonomie et donc de pouvoir maîtriser leur vie. Ensuite, les élites, bon, elles, elles, c'est un débat intéressant. D'ailleurs, le débat, on l'a principalement eu avec elles. Euh, on a aujourd'hui, notamment en France, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est cette crise du Covid a révélé la perte ou la disparition de savoir-faire au sommet de l'État, dans le fait de pouvoir se fournir des masques, dans le fait de pouvoir reconstituer une capacité de production autonome. On a vu que à force de néolibéralisme, à force de former des élites politiques à la nécessité de penser l'État selon les mêmes règles budgétaires et les mêmes règles de management que celles qu'on observait dans le privé, on a des
partie des élites, pas toutes, mais issues de l'ENA notamment, ou des grandes écoles qui vont ensuite peupler la haute fonction publique, il y a une vraie perte de savoir-faire, indiscutablement. Et il sera temps de repenser cela. Alors, sur le revenu universel, moi, j'ai guère trouvé d'alliés il y en a, hein, mais pas dans la majorité des grandes écoles, pas la majorité des hauts fonctionnaires. Bon, comment les convaincre? Je ne sais pas si je parle débat politique, parle débat intellectuel. Ce qui me semble important, c'est que, en tout cas, on concentre, nous, notre action sur la majorité sociale, c'est-à-dire des Français. Or, le nombre de ceux qui sont favorables au revenu universel ne cesse d'augmenter. Le nombre de ceux qui pensent que ça pourrait changer leur vie ne cesse d'augmenter. Le nombre de ceux qui aimeraient être plus créatifs, plus autonomes ne cesse d'augmenter. Donc ces idées gagnent et elles s'imposeront aux élites d'une manière ou d'une autre. Mais pourquoi résistent-ils le plus? Est-ce que vous pensez que c'est parce que ça implique une redistribution de la richesse ou parce que ça entraîne une redistribution du pouvoir? Moi, je pense que la résistance d'une grande partie des élites, notamment économiques, au revenu universel, c'est par peur de l'autonomie et donc du pouvoir que retrouveraient ces citoyens aujourd'hui confrontés, obligés au silence ou à se soumettre parce qu'ils sont obligés de vivre d'un petit salaire et que sans cela, ils ne pourraient correctement ou se nourrir eux-mêmes ou nourrir leur famille. On les libère de cet étau-là, de cette mâchoire-là. Et ce pouvoir que ça donne aux citoyens est un pouvoir considérable et qu'il faut utiliser de manière positive. Vous savez, moi je vois les débats qui existent. Des fois, je sens, je perçois une colère qui est si forte, notamment chez les gens de gauche, que finalement cette colère se concentre uniquement sur le fait d'anéantir le système tel qu'il est et on ne sait pas très bien ce qui va se passer après. Moi, je pense qu'il faut en tout cas investir beaucoup de cette énergie, de cette colère qui existe, mais aussi de l'espérance du peuple dans le fait de construire les solutions qui nous permettront d'engager la transition écologique, d'opérer des ruptures avec le capitalisme, de penser une nouvelle protection sociale. Je pense que si toute notre énergie consiste à dire les énarques sont des salauds, ça ne va pas aller très loin. Et qu'il vaut mieux imaginer les transformations. Moi, j'aimais bien l'idée de la France insoumise, de la révolution citoyenne. Et je trouve que, parce que c'était intéressant de se dire que ce sont les citoyens eux-mêmes qui vont à un moment renverser la table. Mais le but, ce n'est pas renverser la table pour renverser la table. C'est d'imaginer ce que sera l'action sociale du XXIe siècle, d'imaginer ce que sera l'économie du XXIe siècle et la manière dont on redistribue la richesse, les liens entre les individus. Est-ce qu'on se dirige vers des communs de l'humanité, donc on pense que l'air, l'eau, les forêts devraient échapper au régime de la propriété publique pour devenir des communs de l'humanité. Tout ça, ça vaut quand même le coup qu'on en parle. Eh bien, le revenu universel, parce qu'il donne du pouvoir aux gens dans l'ordre économique, dans l'entreprise. Jaurès disait, il ne faut pas qu'on laisse la démocratie à la porte ou en tout cas la République, disait-il, pour être plus honnête, la République à la porte de l'atelier, donc de l'entreprise. Moi, j'y tendrais, il ne faut pas laisser la démocratie à la porte de l'atelier. Au nom de quoi, dans ma vie de citoyen, je serai un citoyen, donc sujet d'aucun pouvoir absolu, sauf quelque part quand je rentre dans l'entreprise ou à raison d'un contrat de travail où je vends ma force de travail à quelqu'un qui l'achète, en plus dans une dissymétrie évidente. C'est que le capital qui achète la force de travail, moi je suis obligé de la vendre de toute façon, sinon je ne vis pas. Le capital, s'il trouve pas, lui, chaussure à son pied, ça fait juste un petit manque à gagner, mais ça ne change, son existence même n'est pas menacée. Là où le travailleur, lui, c'est son existence qui est menacée. Donc, on n'a pas réussi fondamentalement, ou on ne réussit plus à compenser cette dissymétrie dans le pouvoir des uns et des autres. Et je pense que le revenu universel, c'est la nouvelle marche. C'est ce qui prend le relais des grands récits émancipateurs qu'on a pu connaître au XXe siècle, c'est qui se sont épuisés parce que le partage capital-travail se fait de plus en plus mal et qu'on voit bien aujourd'hui qu'on a besoin de nouveaux instruments pour équiper les citoyens, même dans l'entreprise. Donc voilà, moi je pense que
le revenu universel, et je suis vraiment ouvert au débat sur son financement. On pourrait en parler, notamment il y a sur la deuxième étape, sur la fiscalité qu'il faut construire pour pouvoir dégager un revenu universel, un financement de plusieurs centaines de milliards d'euros. Donc, c'est pas rien en termes de points de PIB. Mais ça crée du lien, ça crée aussi, bon, ça rapporte aussi beaucoup le revenu universel dans les faits. Mais débattons-en, parce que, bon, aujourd'hui, je trouve que cette manie qu'on trouve dans ce pays à s'excommunier sur la moindre idée, bon, la meilleure de toutes, c'est quand on m'explique que le revenu universel, c'est la phase B du macronisme. Parce que 600 milliards prélevés sur la richesse, bon, vous allez me dire, c'est quand même une phase B assez hard alors, quand même. Hein, parce que c'est un peu. Bon, voilà, c'est le genre de commentaires tellement bêtes qu'on se dit, si on pouvait s'épargner ça, après, moi je vous dis, moi je mets ces idées-là au service de je suis pas là. Je suis retraité, moi, de la vie politique active. Donc c'est pour le bien commun. Hein. Alors pour le bien commun, justement, je voudrais revenir un petit peu sur ce que tu as dit juste avant, de ne pas, pas laisser la citoyenneté à la porte de l'entreprise. Il y a beaucoup d'internautes qui nous disent, mais très bien, si on met en place le revenu universel, est-ce qu'il n'y a pas un risque de gel, voire de baisse des salaires? Alors toi, tu avais l'air de dire plutôt que c'était le contraire, que ça donnait plus de pouvoir aux travailleurs. Donc pourquoi, voilà, pourquoi les salaires ne vont pas être gelés ou baissés si on met en place le RE? Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on accepte un petit salaire? Parce qu'on n'a que ça. On accepte des mauvaises conditions de travail parce qu'on n'a pas le choix. Et qu'on se rend compte que, sauf poussé dans une extrémité, là, le Covid permet des mouvements sociaux parce qu'on sent que le patronat est plus fragile, mais sinon, en règle générale, on n'a pas d'autre choix que d'accepter ou ce petit salaire ou ces mauvaises conditions de travail, y compris une forme de harcèlement, de souffrance au travail qui peuvent aller jusqu'au burn-out quand le burn-out ne conduit pas lui-même au suicide. Ça, c'est une réalité. Euh, donc, le petit salaire est le produit d'un rapport de force entre le capital et le travail, l'employeur et le salarié, défavorable aux salariés. Si demain, dans des secteurs qui sont très coutumiers des bas salaires, des mauvaises conditions de travail, je prends un exemple, on parle beaucoup des métiers aujourd'hui du soin, on appelle ça du care, lié aux maisons de retraite, aux EHPAD, etc., où on a des gens mal payés qui s'occupent de personnes qui sont censées nous être chères, c'est-à-dire nos anciens, nos parents ou nos grands-parents. Mais on accepte qu'ils soient mal payés. Pourquoi? Parce que les rapports de force, ils sont très défavorables. Si demain, ces personnes qui ont un petit salaire se voient compléter leur salaire pratiquement de 50% du salaire qu'elles perçoivent, elles gagnent une autonomie qui est une autonomie tout à fait nouvelle, dans la possibilité de demander à passer à temps partiel, en tout cas en exigeant de réduire leur temps de travail, en exigeant, peut-être le cas échéant, en abandonnant ce travail pour se former à autre chose. Bref, le rapport de force est en train de changer. Ce rapport de force, s'il change, se traduira non pas par une baisse de salaire, mais ou par une augmentation de salaire parce qu'il y aura moins de gens à vouloir vendre leur force de travail dans ces secteurs, ou des gens qui n'accepteront de la vendre qu'en contrepartie d'une amélioration des conditions de travail. Ça change tout. C'est quand même ce raisonnement qui fait l'impasse sur le rapport de force dans l'entreprise et qui dit que s'il y a revenu universel, les entreprises baisseront les salaires à hauteur de revenu universel, mais c'est stupide. C'est pas comme ça que ça va se passer. Au contraire, on peut même imaginer que dans des secteurs qui ont un fort besoin de main-d'œuvre, c'est-à-dire les secteurs qui vont devoir faire face au vieillissement, à la montée de la demande de soins des gens, dans ces secteurs-là, on ne pourra plus se permettre d'offrir des mauvaises conditions de travail. On ne pourra plus le permettre parce que les gens ne les accepteront plus. Pour rien vous cacher, il y a des fois, je me dis qu'il y a quand même des révolutionnaires en peau de lapin qui pensent que le peuple et les classes populaires ne sont pas capables, à un moment, d'être les acteurs des changements qui les concernent. Qu'il y aurait 10 000 mecs là-haut qui seraient beaucoup plus éclairés que tout le monde et qui pourraient mettre en œuvre la révolution et nous expliquer que demain, tout irait mieux. Moi, je fais confiance, là, pour le coup, au fait qu'en équipant des citoyens et des travailleurs en droit, en leur donnant de l'autonomie, le rapport de force va concrètement changer. Moi, parce que je le dis aimablement à ceux qui contestent cela. Bon, vous voulez l'augmentation des salaires? Moi aussi, je suis pour l'augmentation des salaires. Comment on fait?
comment on fait si on ne change pas le rapport de force? On l'impose par la loi, comment on fait? Moi, je veux bien, il y avait, à une époque, on pouvait donner des indications sur l'évolution des salaires, mais le revenu universel, c'est concret. Bon, le reste, c'est on nous propose des choses, on renvoie à la négociation collective. Bon, très bien, mais les sociodémocrates l'ont proposé. On voit bien que ce qui était la fonction de la social-démocratie, négocier un nouveau compromis entre le capital et le travail, s'est épuisé partout en Europe et qu'elle n'y arrive plus, au point même qu'une partie d'entre elles s'est convertie aux axiomes néolibéraux. Donc, moi, je préfère aujourd'hui une mesure qui est une mesure qui pré-redistribue les richesses par la fiscalité, donc elle est juste fiscalement et qui non seulement donne les moyens aux gens de vivre dignement, mais leur donne aussi du pouvoir. C'est bien parce qu'on donne du pouvoir qu'une grande partie de ceux qui ont le pouvoir résistent au revenu universel. Ce n'est pas qu'une affaire de redistribution des richesses, c'est d'abord une affaire démocratique et politique de redistribution du pouvoir. Je pense que la République sociale s'accomplit, pas en partie, jamais complètement, mais s'accomplit à travers le revenu universel. Alors, ceci étant dit, effectivement, redonner du pouvoir, certes, c'est important, mais je pense qu'il faudra quand même imaginer qu'on ne va pas se passer pour autant de l'accompagnement social et des politiques d'accompagnement des gens qui sont les plus vulnérables. Et à ce sujet, on a des questions sur le fait que si le revenu universel s'il est versé à tout le monde, s'il n'y a plus de démarches à faire, on risque de perdre le contact avec une certaine partie de la population, notamment les plus vulnérables, qui vont peut-être un petit peu sortir du système d'accompagnement social. Et donc comment on fait pour maintenir un lien social fort entre l'État et puis les citoyens? Bon, moi, il y a des gens, hein, il y a des associations, il y a des services, des CCAS, des services départementaux qui ont le souci d'accompagner les personnes. Mais bon, aujourd'hui, la logique de ces systèmes-là est une logique au moins autant de contrôle que d'accompagnement et de surveillance du pauvre. Donc, fondamentalement, ce contact au guichet existe, il peut être utile, il y a des assistantes sociales et des travailleurs sociaux qui font un boulot remarquable. Et d'ailleurs, voilà aussi des gens dont il faudrait revaloriser les carrières. Bon, mais moi, je veux qu'ils soient concentrés sur ce travail-là. Aujourd'hui, le fait qu'on soit obligé d'aller renouveler ses droits, de se mettre à nu régulièrement, de remplir des questionnaires pour voir si on a bien fait, été volontaire pour trouver ou chercher un emploi, tout ça relève d'une mission de surveillance et de contrôle des pauvres et des chômeurs. Donc, en automatisant, ça permet de reconcentrer une partie des moyens justement sur des missions qui sont des missions beaucoup plus des missions de moyen et long terme, c'est-à-dire d'accompagnement social, de réinsertion, de resocialisation pour des personnes qui sont vraiment totalement désocialisées. Et je trouve ça d'ailleurs assez intéressant qu'on puisse remettre aussi de l'argent sur ces missions-là. Je pense aux moyens qu'il faudrait mettre sur la protection judiciaire de la jeunesse, aux moyens qu'il faudrait mettre sur les services de réinsertion des personnes incarcérées. On voit aujourd'hui, on a un système qui est de plus en plus dur pour les plus fragiles et qui, de surcroît, devient criminogène. Je pense notamment l'exemple le plus frappant sont les prisons. En prison, on accepte aujourd'hui que parce qu'on ne veut pas mettre de moyens sur la réinsertion des prisonniers, une personne à sa sortie de prison, par défaillance de la puissance publique, sort plus dangereuse qu'elle ne n'y était entrée. C'est un sujet quand même. C'est la responsabilité de qui? De l'État, de la puissance publique. Au moment où une personne est jugée qu'elle doit accomplir sa peine, elle répare la faute qu'elle a commise, très bien, mais notre responsabilité à nous, société, à travers la peine de prison, c'est que cette personne-là, une fois qu'elle sort de prison, elle ait compris et elle ait les moyens d'être moins dangereuse et qu'elle ne choisisse plus la délinquance. Or, aujourd'hui, on fait exactement le contraire. Bon, moi, si une partie des moyens sont orientés vers cela, je m'en réjouirais. La réalité aujourd'hui, c'est que, en fait, on a un système, disons-le clairement, qui, parce qu'il demande aux pauvres de remplir un dossier, fait des économies sur le dos des pauvres. Vous croyez qu'à Bercy, on ne sait pas parfaitement
qu'en mettant en place ce système-là, il y aura un taux de non-recours d'un pauvre sur trois pour ce qui était le RSA auparavant, de 2 pauvres sur 3 sur ce qui était le RSA activité. Ben, on le sait parfaitement. Et c'est pour ça qu'on maintient ces dossiers-là. On invente des excuses, des histoires, mais le sujet, c'est pas les pauvres, c'est de faire des économies sur l'argent qui est donné aux pauvres. Bon, ben voilà, je le regrette, mais c'est comme ça. Et c'est la raison pour laquelle, de toute façon, une prestation automatique sera toujours meilleure, parce qu'elle couvrira davantage de personnes et éradiquera beaucoup plus sûrement la pauvreté que toutes les histoires qu'on s'est racontées sur le fait de, soi-disant, responsabiliser les pauvres. Merci Benoît pour cette mise Bon, au Élise, point. Voilà, je crois que je suis exactement. attendu pour le... J'allais te le dire, ça fait 1h20 qu'on est en ligne. Alors, peut-être juste une dernière question qui est aussi une introduction au prochain live que nous allons faire donc le 12 juin. Qu'est-ce que tu penses de la mise en place d'expérimentations au niveau local? Notamment, on a appris aujourd'hui que donc, le deuxième tour des élections municipales aurait probablement lieu le 28 juin. Donc voilà, le débat va se focaliser un petit peu sur les politiques des villes. Est-ce qu'on peut, au niveau des villes, d'après toi, mettre en place des politiques intéressantes de revenu universel d'existence? Bien sûr, et il le faut. Il le faut. Et d'ailleurs, j'espère que les villes, notamment les villes de gauche, seront candidates et demanderont aux groupes parlementaires qui les représentent de proposer que dans les réponses à la crise, il y ait ces expérimentations-là. Ça peut être intéressant que sur plusieurs villes, une ville comme Brest, ça peut être intéressant que sur des villes plus moyennes ou sur des territoires plus ruraux, on expérimente le revenu universel. Qu'on voit, et l'expérience finlandaise l'a montré, 2 ans de revenu universel ont montré qu'en termes de bonheur, de qualité de vie, d'insertion dans le travail, d'état de santé, le revenu universel avait amélioré la vie des gens par rapport aux populations qui n'en avaient pas. Comme quoi, les solutions néolibérales, libérales ou de gauche classiques étaient moins efficaces qu'une politique de revenu universel. Donc, ce serait intéressant, plutôt que de s'appuyer sur des études étrangères, on ait cet outil d'observation. Donc moi, je pense que si demain, une ville comme Brest, si elle était dirigée par la gauche et les écologistes, postulait à une expérimentation, ce serait quelque chose de très utile et très intéressant. Le revenu universel, on peut imaginer que, vu la façon dont il avait été dévoyé par Emmanuel Macron, qui a quand même réussi à nommer une mesure qui consistait à donner un RSA avec plus de contreparties exigées par la personne bénéficiaire, c'est moins bien que la prime d'activité, quelque chose qui était vraiment moins bien que ce qu'on avait, plus de surveillance, plus de flicage du pauvre, il l'a appelé revenu universel d'activité. Non seulement ce n'était pas universel, mais en plus, c'était moins bien que ce qu'il y avait déjà. Donc l'idée, on ne peut pas tellement lui faire confiance pour faire le revenu universel de l'existence. Donc, ce n'est pas dans les 2 ans qui viennent qu'on l'aura. Donc, il me semble intéressant qu'on dispose d'expérimentations. Les départements de gauche sont en train de réfléchir à une forme de simplification des minima sociaux sur la forme du revenu de base, de pouvoir les verser aux jeunes, de pouvoir automatiser. C'est bien. On est là dans une lutte plus efficace contre la pauvreté. Ce qui me semble qui pourrait être le complément intéressant, c'est que des villes s'engagent dans l'expérimentation du revenu universel d'existence. Alors, pas pour tous les Brestois, c'est pas possible de le financer par une ville toute seule, mais sur un territoire qu'il faudrait cibler ou une population qu'il faudrait cibler et qui permettrait, en lien avec des universités, des laboratoires en sciences sociales, peut-être avec la Caisse des dépôts et des consignations, peut-être avec le ministère du Travail, de pouvoir observer, puisqu'on nous dit que les gens arrêteraient de travailler. Alors, est-ce que oui ou non, les gens arrêtent de travailler? Est-ce que les femmes arrêtent plus de travailler que les hommes? C'est ce qu'on nous dit. Est-ce que, du coup, puisqu'on nous dit que ce serait de l'argent mal dépensé, comment s'organise la distribution des dépenses? Ça, c'est vraiment intéressant à construire. La seule contrepartie qu'on pourrait demander à ces gens qui participeraient à l'expérimentation, c'est d'accepter régulièrement de remplir un questionnaire pour qu'on sache comment ça se passe. Mais moi, je pense que ce serait formidable. Et je pense qu'il faut aller sur ces terrains-là. Et je me réjouis si vous reprenez cette proposition lors des élections municipales d'une expérimentation du revenu universel d'existence. En plus, moi, j'aurais une grande fierté à ce que Brest, qui n'est pas tout à fait ma ville natale, puisque je suis né à Saint-Renan, à côté, mais en tout cas ma ville de jeunesse et ma ville de cœur reprennent cette idée-là. Effectivement, ça fait partie des projets, des idées Pourquoi, qu'on...
J'encourage les écologistes et la gauche à le faire. Ben voilà, ton message est entendu, hein, Benoît, puisque justement, nous, on va porter cette idée-là, puisque Génération fait partie de la liste Brest Écologie Solidarité pour les élections municipales. Et le revenu universel d'existence, on porte ce projet et on va justement faire une émission, donc le prochain live de Génération, ça portera sur la possibilité et les différentes modalités de mise en œuvre d'un revenu universel d'existence à Brest avec différents intervenants, donc le 12 juin. Donc voilà, vous pouvez noter ça déjà dans vos agendas pour notre prochain live. Merci beaucoup, Benoît, pour tout le temps que tu nous as consacré et pour cette discussion. Enfin, c'était vraiment très intéressant. J'espère que les internautes ont été aussi convaincus que nous ici. Donc, merci beaucoup. Et puis, Bon, la suite, techniquement, le c'est 12 juin. un peu de l'improvisation, mais bon, on a fait ce qu'on a pu. Hein. Là, on s'améliorera la prochaine fois. Voilà, ce sont les joies du direct. Et puis, voilà, on n'est pas dans un vrai studio, hein, nous, même si ça fait très pro ce qu'il y a derrière moi. Mais voilà, on fait ça avec les moyens. Et on remercie en tout cas tous les internautes qui ont été nombreux, toutes les questions super intéressantes qui ont permis de nourrir le débat. Et on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Ouais, c'est bon. Hop, terminé.